Bienvenue chez les transformateurs. Ici, vous entendez leur voix et comprenez leurs choix. Inspirez-vous de celles et ceux qui dépensent leur énergie et qui potentialisent celle des autres dans des projets transformants pour notre système de santé. Je suis Aude Niedanu, la fondatrice de l'Hôpital, et aujourd'hui je reçois Clémence Mimpin, chef de projet ministériel sur les groupements hospitaliers de territoire. Au ministère de la Santé, Clémence fait bouger les lignes, elle lance des réformes, elle lance des innovations. Elle a par exemple cofondé le programme Hospitalant avec Inès Gravé, que vous pouvez retrouver au premier épisode, mais également fortement contribué à la création des GHT et à l'organisation des expérimentations pour l'article 51. Bref, c'est une innovatrice, hyperactive et engagée. Donc moi c'est Clémence, comme tu l'as dit, j'ai 35 ans. Alors pour faire de façon synthétique un peu mon cheminement, mon parcours, si je reviens à mes études, moi j'ai fait Sciences Po, j'avais envie de travailler dans le secteur public, mais par contre j'avais pas du tout envie de faire ce qui est peut-être un peu glorifié, en tout cas que j'ai perçu comme glorifié à l'époque à Sciences Po, c'est-à-dire aller dans un ministère faire des notes. J'avais envie de quelque chose de très opérationnel. J'avais déjà un moteur qui était d'avoir de l'impact. On a envie de changer le monde. Donc, je me suis orientée vers le concours de directeur d'hôpital. Et j'ai travaillé comme directrice adjointe dans une maternité, dans un CHU. Le comble a fini par me rattraper, puisque ensuite, je suis allée faire des notes dans un ministère, mais pas que des notes. Alors, si on décortique un peu tout ce parcours extrêmement riche, raconte-nous un peu du coup tes premiers postes en tant que directrice adjointe. Qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a déplu? Alors j'ai commencé au début dans une maternité où j'avais des fonctions hyper transversales. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que justement à l'hôpital c'est une cité dans la cité. On touche à tout. Ça vit alors à la fois dans la prise en charge des patients, mais il y a toutes les fonctions support qui sont parfois invisibles. Et on va rencontrer des personnes de statut, origine, background, histoire personnelle extrêmement différente, de talents aussi très différents. Et c'est un véritable gisement d'individualité qui, mises en commun, peuvent permettre de faire des merveilles à condition de trouver comment on ajuste les organisations et les institutions pour permettre à chaque personne de pouvoir se révéler, s'exprimer et mettre à profit tout son potentiel. Et alors, du coup, ça, c'est la partie plutôt positive, mais j'imagine que si tu as changé après un peu d'orientation, c'est qu'il y a des choses finalement que tu avais envie de faire différemment. Ouais, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que on se focus beaucoup. Alors là, j'ai envie de dire moins à l'échelle de l'établissement, mais peut-être dans mon expérience au ministère, où j'ai eu la chance de conduire une grande politique publique, la réforme des groupements hospitaliers de territoire, que en fait le régulateur, les pouvoirs publics, s'intéressent essentiellement à des sujets d'ordre normatif, ce qui passe par la loi, le règlement, que ce qu'on appelle les gouvernances hospitalières s'intéressent essentiellement à des projets d'ordre stratégique, l'organisation territoriale des offreurs de soins, les liens entre eux. Et en fait, paradoxalement, quand on va prendre une équipe hospitalière, que ce soit une équipe de soins ou une équipe administrative ou quelle qu'elle soit, et qu'on leur demande à la fin de leur journée qu'est-ce qui leur a le plus cassé la tête, ils vont répondre des choses type les interruptions de tâches, type aujourd'hui il y avait une nouvelle personne, on ne sait pas, ça change tous les 4 matins, une nouvelle personne dans l'équipe, tous les jours on change d'interlocuteur, etc. Type j'ai passé ma journée à chercher une potence, une perche à perfusion parce que elles disparaissent, voilà. Il parle de sujets très opérationnels dont on a l'impression que si on les résolvait, alors les résoudre, ça ne veut pas dire faire disparaître le problème, c'est apprendre à mieux vivre avec le problème, et peut-être qu'on aurait une puissance de transformation énorme. Sauf que c'est des sujets qui ne sont ni normatifs, ni stratégiques, et donc, et qui plus est, des sujets
des problèmes qu'on ne peut pas éradiquer. Les interruptions de tâches, on ne le résout pas par une situation d'abondance. Même dans les situations les plus abondantes, il y aura toujours des interruptions de tâches. Donc, c'est pas le miracle du manque de moyens. Et donc, c'est des sujets pour ces 3 raisons, non normatifs, non stratégiques et d'un problème qu'on ne peut pas éradiquer, qu'en fait personne s'en occupe. Alors que peut-être que la puissance de transformation des établissements de santé se trouve là quand on écoute le quotidien des professionnels de santé. Et donc c'est des problèmes dont il faut s'emparer. Et pendant ce temps, la force, j'allais dire, de travail, de réflexion qu'il y a pour améliorer notre système de santé, elle est focalisée sur des sujets beaucoup plus macro, beaucoup plus strates, alors que peut-être en s'emparant de ces sujets-là, avec les bonnes personnes qui sont les personnes qui les vivent, on pourrait avoir un potentiel de transformation énorme. Et après, ça veut dire, vu la nature de ces problématiques-là, que c'est pas en faisant une loi qu'on va les résoudre. C'est pas en définissant une solution miracle à répliquer partout en France parce qu'elle a marché dans une équipe de soins qu'on va le résoudre. C'est pas non plus en faisant des monographies et en écrivant des histoires que personne ne va avoir le temps de lire. C'est vraiment en allant accompagner des professionnels qui sont confrontés à ces problèmes pour leur apprendre à mieux vivre avec et à inventer des solutions frugales pour mieux composer dans leur quotidien et en leur redonnant aussi quelque part le pouvoir de définir leurs propres organisations de travail, qu'on va avoir un potentiel de transformation majeur, plus que un décret, une loi, une circulaire, qui sont nécessaires, mais qui sont réservées pour certains sujets. Et je pense que les pouvoirs publics et les régulateurs que nous sommes, de même que les pilotes et ceux en responsabilité, on va dire, de gouvernance dans les établissements de santé, ont une responsabilité, non pas pour s'emparer et traiter de ces sujets, mais pour créer le cadre favorable pour qu'ils puissent être pris en main par les intéressés. Donc une fois que tu as commencé ton poste de directrice adjointe, si je comprends bien, en fait, ce qui t'a vraiment frappé, c'est que la direction avait des positionnements hyper stratégiques et une vision hyper macro de ce qui se passe, mais résolvait pas franchement les problèmes du quotidien des personnes qui travaillent à l'hôpital. Alors, je dirais pas ça. Je dirais qu'en tant que directeur, c'est vrai qu'on est formé à faire des projets, faire de la transformation stratégique, sauf que la responsabilité opérationnelle qu'on a et surtout la responsabilité managériale fait que notre quotidien de travail est fortement accaparé par de la résolution de sujets très terre à terre qui n'en sont pas moins importants, mais qui, quelque part, font que moi, j'ai été confrontée à une réalité professionnelle qui n'était pas forcément celle qui correspondait à un imaginaire collectif qu'on a quand on passe un concours, quand on suit une formation. Toi, quand tu as fait ces études-là, qu'est-ce que tu imaginais, en fait ? Comment tu imaginais ton futur rôle de directrice d'hôpital ? On est formé, en fait, quand on commence ce métier-là, on est formé pour être un décideur et pour être disposé aussi de certaines compétences et expertises techniques qui peuvent être sur la gestion des finances hospitalières, la gestion des ressources humaines, etc. Et d'ailleurs, quand, comme moi, on a passé le concours en externe, immédiatement après ces études, c'est notre première expérience professionnelle. Moi, mon angoisse, c'était de ne pas être suffisamment compétente techniquement, d'avoir une illégitimité technique, alors que l'essentiel du travail, malgré tout le bagage de grande qualité qu'on acquiert pendant la formation, l'essentiel en fait de mon aventure professionnelle, ça a été une aventure humaine, une aventure relationnelle, plus que être le sachant, être, j'ai envie de dire de façon un peu caricaturale, le contremaître qui va vérifier le travail de l'autre ou qui va l'orienter sur une technique, mais ça a beaucoup plus été sur une dimension humaine de découvrir qui est la personne et l'amener à grandir, et grandir bien sûr pour elle-même parce qu'on consacre un temps non négligeable à son travail, mais aussi grandir pour l'institution plutôt que d'essayer de dire
la pratique, dire la technique et faire rentrer un agent dans un besoin d'une institution. Tu expliques que du coup, arrivé en hôpital sur ce poste, tu as été vraiment frappé par cette dimension relationnelle. Est-ce que tu as des exemples, toi, d'actions que tu as pu mener dans ce sens ou de problèmes que tu as rencontrés en tant que vraiment directrice adjointe sur ces sujets-là? Moi, ce qui m'a frappée, c'est que quand il y a un poste vacant, quand il y avait un poste vacant dans mon équipe, le réflexe qu'on a, c'est de se demander ce dont l'institution a besoin, de rédiger du coup une fiche de poste en fonction des besoins de l'institution et d'aller chercher la personne qui rentrerait dedans, ou si le poste est déjà occupé, d'essayer de charpenter un peu la personne pour la faire rentrer dans les besoins d'une fiche de poste qui a été conçue en fonction de l'institution. Et avec ce mythe un peu de neutralité du service public, où d'ailleurs on ne parle pas de personnes, mais on parle d'agents, d'interchangeabilité, je ne sais pas si ça se dit, des personnes, et qu'un poste sera le même, quelle que soit la personne qui va l'occuper, en fait c'est un leurre. Au nom de la défense de l'intérêt d'une institution et des principes du service public, on a pu être amené à prendre des chemins qui, en fait, à mon sens, c'est ma conviction aujourd'hui, ne profitent pas à la qualité du service rendu. Et du coup, je me suis rendu compte moi, j'ai perdu beaucoup de temps à essayer de faire rentrer des personnes dans des postes, à essayer de faire rentrer des personnes dans des besoins exemptés, identifiés un service, une fonction, un poste, et que à partir du moment où on accepte que la personne est ce qu'elle est et chercher à comprendre en quoi, à ce moment-là, dans le poste, dans l'institution, dans le service, il y a cette personne en présence et qu'est-ce qu'elle peut apporter, et au contraire à ajuster les organisations pour permettre aux uns et aux autres de révéler le plus leur talent, arrêter de faire certaines procédures, ou alors composer une équipe plus variée, changer des organisations de travail en ayant un responsable attitré avec un secteur qui est son précaré, et si la personne part, son successeur aura exactement le même précaré, etc. On se rend compte qu'on peut avoir une approche beaucoup plus qualitative et organiser le travail et le service rendu de façon plus optimale. En tout cas, moi, c'est mon vécu. Si je reformule ce que je comprends de ce que tu dis, souvent quand on parle d'intrapreneurs ou de transformateurs, on imagine des gens qui vont sortir du cadre. Et si je comprends un peu ton point de vue, ce qu'il faudrait, c'est en fait détruire le cadre, ou en tout cas le laisser se déformer en fonction de qui va occuper la place. Tout à fait. Et une fois qu'on a compris ça et qu'on ne le voit plus comme une menace pour la neutralité, l'universalité du service public, mais au contraire comme une approche beaucoup plus humaniste du management et du service public, qui est que le travail, c'est aussi un lieu de réalisation individuelle, on va façonner le cadre pour permettre que cette personne puisse apporter ses talents, plutôt que, j'allais dire, pardon pour la sémantique, mais de la mater pour la faire rentrer dans ce qu'était son prédécesseur. C'est hyper intéressant ce que tu dis, et tu parlais notamment de menaces. On parle aussi souvent de défiance. Comment est-ce que tu penses que les transformateurs peuvent justement réussir à faire bouger leur cadre, ou en tout cas réussir à s'exprimer dans un cadre où les dirigeants vont se sentir menacés justement par leurs actions? Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. Le premier, c'est que il y a quelque chose qu'il faut que moi j'essaie de promouvoir, et je pense qu'il est important de faire accepter. C'est l'idée que ça n'est pas parce qu'on ne fait pas pareil à deux endroits qu'on met en péril le principe d'universalité du service public. Et que la meilleure façon de garantir un service public, ça n'est pas de dicter dans le détail la façon de mettre en œuvre, c'est plus de permettre à une équipe, un individu le cas échéant, mais plutôt une équipe en présence à un moment donné, de s'approprier l'objectif, l'ambition, et de définir sa propre organisation de travail. Ça a marché à cet endroit-là, c'est pas parce que ça a marché là avec ces personnes que ça marchera demain avec
leur successeur ou que ça marchera à côté dans l'autre service. Donc il y a déjà pour les transformateurs l'idée que ça n'est pas parce qu'ils pensent autrement, qu'ils ont une idée, une envie, que leur salut passera par le fait que cette idée soit adoptée par tous. Une bonne idée, une bonne organisation n'est pas évaluée par le fait qu'elle peut être répliquée partout. Et donc ça, c'est un premier sujet par rapport aux transformateurs, qui est qu'on ne cherche pas le Graal d'une solution qui serait institutionnalisable et déployable en tout lieu, à l'échelle d'un établissement, à l'échelle d'une région, à l'échelle d'un pays. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est aussi de se rendre compte, et moi je l'ai vécu personnellement, que ça n'est pas parce qu'on va permettre à un professionnel, une personne, une équipe, d'exprimer un talent, de développer un projet, que en tant que manager ou garant de bon fonctionnement de l'établissement, on va être menacé. Et que c'est en faisant grandir au contraire des talents, plutôt qu'en les gardant un peu sous contrôle, on va rendre service en fait et remplir notre mission et notre fonction. Il y a quelque chose d'assez difficile là-dedans qui est comment on se sécurise nous-mêmes par rapport à notre responsabilité, notre fonction managériale, à partir du moment où on va vers l'inconnu et où on accompagne des équipes pour faire des choses qu'on ne maîtrise pas nous-mêmes. Alors, dans ce que j'entends, il y a 3 notions vraiment importantes, je pense. Tu as parlé d'individualité, du fait que chacun va vouloir exprimer sa personnalité et mettre sa patte sur son emploi. Il y a la notion aussi d'action locale et d'adapter, j'ai envie de dire de broder comme un orfèvre la solution dans un environnement donné et avoir la solution qui va être parfaite pour cet endroit sans espérer qu'elle soit parfaite partout. Et ça, c'est vrai que c'est un point qui va peut-être rentrer un peu en conflit avec les habitudes qu'on a dans le milieu hospitalier ou dans la fonction publique en général. Et puis, la dernière notion qui, moi, m'intéresse énormément, c'est vraiment cette notion de menace et du manager qui va avoir peur, soit que sa responsabilité soit mise en cause s'il y a un problème, soit finalement de s'effacer derrière son équipe ou derrière les personnalités des transformateurs et des intrapreneurs qui vont briller peut-être plus que le manager. Alors, toi, dans ta pratique et dans ton travail, comment t'es passé au-dessus ? Puisque finalement, de ce que je comprends, toi, t'es plutôt une personne qui va faire grandir les talents et qui va les mettre en valeur. Et donc, forcément, tu vas peut-être t'effacer aussi vis-à-vis d'eux. Comment tu le vis et comment tu le gères ? Alors, sur les 3 sujets, moi, le premier, j'en ai un peu parlé, j'ai buté dessus, c'est-à-dire qu'au début, je suis arrivée avec cette conviction de neutralité du service public et avec cette conviction qu'il y avait un service et puis il y avait des agents qui devaient être interchangeables pour que le service prime sur les agents. J'ai beaucoup buté là-dessus et mon expérience personnelle de manager m'a fait comprendre que en fait c'était un leurre et que on pourrait déjà c'était un leurre parce qu'on n'y arriverait jamais, que en plus ma propre expérience de manager était hyper désagréable parce qu'on se retrouve sur une position où en fait on essaie de comment dirais-je ? De brider les gens ? Ouais, c'est ça, et qu'on a aspiré à ces responsabilités-là, pas pour réduire des individus, mais pour les augmenter. Et du coup, au bout d'un moment, on se rend compte que on peut peut-être essayer, inverser la vapeur et essayer autrement. Je me suis aussi rendu compte que j'en parlais tout à l'heure, j'ai été responsable d'une grande politique publique qui s'appelle les groupements hospitaliers de territoire, c'est une réforme qui s'est caractérisée par une transformation de l'offre de soins à l'échelle des territoires uniforme, c'est-à-dire et synchrone, c'est-à-dire tous les établissements de santé ont dû se constituer en groupement hospitalier de territoire à la même date, simultanément et de façon quasi exhaustive sur tout le territoire. Une grande politique publique uniforme. Et j'ai pensé que c'était là la puissance de transformation et d'action. Et en fait, je me suis rendu compte que si tous les établissements avaient effectivement coché
les exigences de la loi et de ses décrets, il y avait des réalités très variées dans les groupements hospitaliers de territoire et que ces réalités, elles n'étaient pas palpables dans la mise en œuvre d'une nouvelle organisation, j'allais dire, sur le plan juridique, de gouvernance, mais qu'elle était vraiment dans la substance même d'un quotidien de travail et qu'elle était du coup liée exclusivement aux postures. 100% des groupements hospitaliers de territoire qui fonctionnaient étaient liés aux postures des personnes en présence. 100% des groupements hospitaliers de territoire qui étaient un peu à la traîne étaient aussi liés aux postures des personnes en présence. L'enjeu, du coup, c'est pas forcément ça n'est pas seulement de faire des politiques publiques. On aura fait que la moitié du chemin. L'enjeu, c'est d'aller travailler sur des postures et des choses qui se passent à une échelle beaucoup plus locale et qu'on ne peut pas palper et percevoir par la loi, le décret, des orientations, des guidelines qu'on va donner au niveau national, mais qui va beaucoup plus être sur comment on va accompagner des personnes en présence pour qu'elles en fassent quelque chose qui leur corresponde. Le troisième élément que tu évoquais, c'était comment passer ne plus voir une menace dans le fait d'avoir des transformateurs. Moi, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est, et je l'ai incarné moi-même aussi, donc je fais un peu l'autopsie de ma propre action, hein, c'est que quand quelqu'un arrive avec une idée, ce qui est malheureux, c'est qu'on a une présomption de défiance. L'idée n'étant pas venue de soi-même ou l'idée on ne l'a pas déjà eue par le passé, elle n'est pas forcément bonne ou la personne elle a peut-être des intentions qu'on ignore. Et ça, je l'ai beaucoup vu dans mon expérience du côté des pouvoirs publics. Alors que tout le monde a envie de changer le monde, cette idée, elle est très difficile à battre en brèche. Et je pense que l'expérience du Covid a amené beaucoup de positifs dans la mesure où, à un moment, on est arrivé à une telle saturation des circuits d'autorisation, de décision, qu'il y a eu une présomption de confiance. Et des choses qui, hier, ne se seraient pas faites, des choses simples. Hein. Je vais prendre un exemple très concret. Thomas Bognon, donc il est anesthésiste, réanimateur, il est réanimateur plutôt, ils ont écrit sur leur tenue et leur surtenue leur prénom et leur fonction. Puisque du point de vue du patient, tout le monde est invisible en fait sous les tenues de protection. Cette idée, il l'avait auparavant. Le réflexe était de demander l'autorisation de faire ça. Alors que c'est une bonne idée et que personne ne conteste, on va trouver des raisons pour lesquelles il ne faut pas le faire. Des raisons d'identité visuelle, des raisons de l'établissement, de ceci, de cela. Pendant la période du Covid, ils n'ont plus demandé l'autorisation, ils l'ont fait spontanément. Et personne n'y a vu une présomption de défiance. Et il y a eu un peu, pendant cette période-là de gestion de crise, un climat de présomption de confiance et d'autorisation a priori pour que chacun puisse faire des choses à son échelle. En fait, c'est intéressant. Moi aussi, je l'ai vécu dans mon expérience perso. Tu te rends compte assez vite que quand tu proposes quelque chose, le premier réflexe, c'est d'aller chercher tous les risques. Et du coup, comme toute l'attention est focalisée là-dessus, on ne se pose même pas la question de et pourquoi c'est utile et à quoi ça peut servir, alors que finalement, on se dit la décision, elle devrait être prise avec une balance de bénéfice-risque, comme on fait d'habitude en santé. Ouais, moi, j'irais même plus loin. Mon expérience m'a montré qu'on va designer des politiques publiques en fonction de celui qu'on pense qui ne va pas la respecter. Et donc, on va concevoir des mesures. Ce peut être une prime, ce peut être un changement d'organisation, une nouvelle modalité autorisée ou je ne sais quoi, une modalité de gouvernance. On va la designer pour essayer de contrecarrer et neutraliser le freerider, celui qui va désobéir. Et donc, ces freeriders, on va dire, ces acteurs qui peuvent être tentés de contourner. De toute façon, ils vont contourner. Et on arrive à des politiques publiques qui sont hyper complexes et qui sont conçues pour gérer 2%, je dis 2%, mais je pense que c'est de cet ordre-là, des acteurs, et passer à côté de plus de 90% de personnes bien intentionnées. Et donc, on a vraiment un enjeu dans le design de nos politiques publiques pour les concevoir pour ceux qui pourraient en faire quelque chose de positif, plutôt que d'essayer de concevoir une mesure
contre le fraudeur. Un des exemples majeurs, moi, que j'ai vécu, c'est la télémédecine. On a longtemps essayé de résoudre le casse-tête de la télémédecine en se disant comment faire en sorte qu'on crée une tarification de la télémédecine qui ne devienne pas quand le médecin va facturer le coup de fil à un ami, à un confrère. Bon, si on design notre politique publique de télémédecine pour empêcher celui qui va facturer le coup de fil à un pote, et ben en fait, on passe à côté du sujet et on ne développe pas la création de valeur potentielle de la télémédecine pour tous ceux qui en fait peuvent en faire quelque chose de positif. Oui, alors toi justement, une grande partie de tes actions, elle est là pour donner du pouvoir à ces transformateurs, pour les repérer, pour les faire grandir. C'est notamment ce que tu as fait en travaillant au ministère sur le projet Hospitalant. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur déjà comment tu as atterri au ministère, pourquoi tu y es allé et qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à la création d'Hospitalant? Alors moi, je suis arrivée au ministère un peu par un concours de circonstances, puisque je travaillais du coup à l'hôpital et j'ai conduit un projet de fusion entre une maternité et un CHU. Et par concours de circonstances, à ce moment-là, ils cherchaient une personne sur les coopérations hospitalières. Donc, je suis arrivée à ce moment-là et j'ai eu la chance d'arriver dans des circonstances un peu inédite qui m'a permis du coup de concevoir et mettre en œuvre la réforme des groupements hospitaliers de territoire. Je me suis rendu compte, au terme de cette politique publique significative, que en faisant le bilan de mon action, ouais, il y avait des groupements hospitaliers de territoire, mais en substance, ils n'avaient pas tous la même substance et c'était pas forcément ça la réussite d'une réforme. Et là, je me suis rendu compte du levier postural, du déterminant postural dans le succès d'une transformation. Je me suis dit, j'ai fait un premier plan d'accompagnement de cette réforme qui a été mettre à disposition des guides techniques, des outils, activer des leviers juridiques. Et que pour autant, en ayant fait ça, on ne résout pas toutes les situations. Et qu'un des leviers d'accompagnement de la réforme, c'était pas forcément de mettre plus de sous ou donner plus de guides techniques sur comment faire la mise en commun des pharmacies à usage interne, etc. C'était plutôt de comment travailler sur les postures des personnes qui sont encore en défiance, qui sont encore pas convaincues ou qui ne se retrouvent pas dans une organisation uniforme et dictée, on va dire, par le national. Et donc, j'ai cherché à travailler beaucoup plus sur cet aspect postural. Parallèlement, j'ai moi-même vécu un cheminement sur mes responsabilités managériales, où je me suis retrouvée dans une situation où j'ai composé ma propre équipe et où tous mes coéquipiers ont fini par partir, me quitter. Ça a été très dur pour moi, mais me quitter pour accéder à d'autres fonctions, un peu dans une dynamique de tremplin. Et j'ai eu ce sentiment de me retrouver un peu toute seule et de me dire mais mince, pourquoi moi aussi j'ai pas ce tremplin, pourquoi je vais pas fleurir ailleurs. Et j'ai aussi pris cette conscience là très personnelle que peut-être on va dire ma vocation, si j'ose dire, était d'être plus un jardinier de talent, d'être le jardinier dans sa serre plutôt que d'être la fleur et d'attendre moi aussi mon level up. Et ces deux approches, le levier postural dans les transformations des organisations hospitalières et mon expérience très personnelle du management et la prise de conscience de peut-être une aptitude à jardiner des talents m'a amené à essayer de trouver des moyens pour cultiver les talents. Donc, en deux mots, ce que je disais au début de ce podcast, c'est que tu te décris comme une jardinière de talent. C'est marrant, dans talent, j'entends encore hospitalant. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est et comment tu l'as lancé? Comme je disais, j'ai eu cette prise de conscience sur l'importance du levier postural pour les réformes dont j'avais la responsabilité, ma propre expérience managériale, où à un moment, au début, j'ai souffert de me retrouver toute seule dans ma serre. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ça m'a un peu révélé quelle était ma destinée, si j'ose dire. Et puis, il y a un troisième facteur, c'est une rencontre. Une rencontre avec Inès Gravé,
que je crois tu as déjà reçu dans le podcast Les Transformateurs, qui est arrivée au ministère à ce moment-là et qui elle-même, de par son expérience de DRH et ses convictions propres, a fait qu'on a rencontré nos deux parcours, nos deux prises de conscience, et on a cofondé ce programme Hospitalant, puisque chaque professionnel hospitalier a un talent. Et l'idée, c'était de mettre en place à la base une communauté d'innovation pour connecter entre eux des intrapreneurs, des transformateurs, et les sortir peut-être de leur isolement. Et puis Hospitalant, c'est devenu bien plus que ça, puisque on a essayé aussi de révéler des talents. Pas uniquement d'avoir des talents déjà exprimés et de les sortir de leur solitude et de les appuyer, mais de se dire qu'en fait, chaque professionnel hospitalier a peut-être un talent et il faut le lui révéler. Et c'est un talent d'intrapreneur. Comment on fait, du coup, pour révéler ce talent intrapreneurial ? C'est vraiment en leur faisant vivre une expérience dans laquelle ils vont se rendre compte que eux-mêmes, ils peuvent craquer un problème et ils peuvent, quand l'idée vient d'eux, se transformer en réels intrapreneurs et surpasser des compétences qu'ils ne pensaient pas avoir, qui peuvent être des compétences, j'allais dire, médico-éco, de gestion de projet, etc. Parce qu'ils vont vivre une aventure intrapreneuriale. En fait, de ce que je comprends, c'est un peu détruire le syndrome de l'imposteur qu'on va tous un peu avoir au fond de nous et qui va nous empêcher peut-être d'exprimer notre talent. Exactement. Et de sortir aussi du chemin que on pense devoir prendre si on veut lancer un projet. Donc si on veut lancer un projet, il faut déjà avoir un projet tout ficelé. Non. Si on veut lancer un projet, il faut avoir fait une formation à la gestion de projet et savoir les rudiments de la gestion de projet. Non. Si on veut faire un projet viable, il faut avoir quelques bases en médico-éco, en comptabilité analytique ou je ne sais quoi. Non. Et si on veut avoir un projet, il faut avoir des responsabilités d'encadrement, managérial, de pilotage, et pas si on est, pardon pour l'expression, mais un simple exécutant. Ben non plus. Et si on arrive à faire de tous les... Donc là, c'est un peu un rêve, hein, mais de tous les professionnels, si on arrive à activer, c'est comme un interrupteur en eux, et à avoir cette révélation qu'ils peuvent être des intrapreneurs et qu'en fait, il n'y a pas de petits projets, il n'y a pas de... C'est une posture dans la vie de tous les jours que quand on rencontre un problème, quel qu'il soit, eh ben, on passe du réflexe de ce problème me pourrit la vie ou aller demander à la hiérarchie de le solutionner ou se dire que sans plus de moyens, on ne peut pas y arriver, à être sur une posture où on va prendre à bras-le-corps le problème et on va le craquer. Mais ça peut être un truc minime qui va se présenter une fois, ça peut être un dysfonctionnement, un irritant plus récurrent. Et ben en fait, c'est de cette façon-là qu'on va réussir deux choses. Premièrement, améliorer le fonctionnement de nos services et de nos établissements de santé. Et puis aussi, optimiser le plaisir au travail. Parce que tout le monde a envie de façonner, un peu être acteur, reprendre, ça va paraître un peu marxiste ce que je vais dire, mais reprendre possession de son outil de travail. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui a pu être exprimé de plus en plus et de façon un peu latente, c'est ce sentiment aussi d'être dépossédé de son outil de travail et reprendre la pleine appropriation de son outil de travail, ça passe par ça aussi. Ça passe par le fait que quand je rencontre un problème dans mon quotidien de travail, j'ai le droit de le craquer. On est vraiment sur une posture qui va d'ailleurs donner de la motivation aux gens, permettre d'adapter les postes et de pouvoir faire des postes de travail, des organisations, des révélateurs des talents des individus qui les composent à un instant T, et également d'avoir des organisations, des fonctionnements qui soient beaucoup plus liquides et modulables en fonction des personnes et des singularités qui vont les habiter. Concrètement, comment ça marche ? Donc on a créé, je sais pas comment on appelle ça, peut-être des créatons, qui sont des événements à l'échelle
d'un établissement ou d'un groupe d'établissements et donc d'organiser des événements. Là encore, on revient au local plutôt qu'au national. Des événements dans lesquels on posait des défis, des challenges qui ne pouvaient pas être résolus par des réponses normatives, donc qui n'intéressaient pas le régulateur, et qui ne pouvaient pas être résolus non plus par un projet d'établissement ou de groupement hospitalier, qui étaient vraiment des sujets de fonctionnement quotidien. Donc on avait des défis du type tapis rouge pour les nouveaux, comment imaginer une nouvelle solution pour mieux intégrer les nouveaux arrivants dans les équipes. On réunit, puisqu'on en fait encore à l'échelle d'un établissement, d'un territoire, des professionnels de tout type, qui au début ne savaient pas trop pourquoi ils venaient en vrai. Et on leur demande de se positionner sur un défi. Donc ils se retrouvent par équipe de 6-8 avec des gens qu'ils ne connaissent pas, ou des gens qu'ils ont pu croiser, mais des professionnels de tout type, pas forcément des cadres. On essayait d'avoir un public qui était assez représentatif de ce qu'est l'hôpital, donc pas plus de 20% de cadres, des métiers administratifs, techniques, logistiques, du soin. Et pendant toute la journée, à travers un processus et une méthode un peu progressive, on les amenait à craquer ce problème et à prototyper une solution à ce problème. Et à la fin de la journée, on a des solutions, mais qui sont presque plus que des prototypes, des prétotypes, qui vont encore évoluer. Et le succès, c'est pas celui qui a la meilleure solution et qu'on va du jour au lendemain institutionnaliser et appliquer dans tous les services de l'établissement organisateur. Mais on va avoir des personnes qui se seront rendues compte qu'en fait, ils aimaient ça, ils étaient capables, et à qui on va proposer de poursuivre l'aventure intrapreneuriale. Et là, tu as appuyé sur l'interrupteur dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Donc, il y en a qui ne vont pas poursuivre. On leur propose un rendez-vous pour revenir quelques mois plus tard. Et donc, il y en a parce qu'ils ont passé un bon moment, mais ça suffit. Et puis, il y en a d'autres qui vont revenir et qui vont prendre en main leurs idées qu'ils ont eues au cours de cette journée. Et j'ai envie de dire, c'est très imagé, mais moi, je suis un peu une passionnée, mais leurs ailes auront encore plus poussé. À la fin de la première journée, ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables, qu'ils avaient le droit aussi, parce que la façon dont on a designé la journée, en fin de journée, on organise une place de marché, une marketplace, où on fait venir des décideurs, le directeur général de l'ARS, le directeur d'établissement, le président de la commission médicale, et qui font les tours des stands et qui viennent mettre des likes sur des projets qu'ils ont bien aimés. En fait, ils se rendent compte que ils ont le droit, et que les big boss, ils attendent que ça d'eux. C'est qu'ils réfléchissent à des super idées. Et qu'en plus c'est décalé, moins c'est mainstream et dans la procédure, plus les big boss, ils adorent. Et donc, on fait aussi la démonstration que c'est ce qu'on attend d'eux. Est-ce que c'est pas aussi un peu l'aura du ministère qui fait ça ? Merci Aude pour cette question. Parce que je me suis rendu compte avec Hospitalant que quand je suis arrivée au ministère, je croyais que mon power... mon super pouvoir d'agent de la puissance publique, c'était de pouvoir dire le droit, écrire des lois et des décrets, et d'avoir du pognon, de pouvoir allouer des crédits. Et avec Hospitalant, je me suis rendu compte que mon super pouvoir d'agent qui travaille au ministère, c'est d'apporter la présomption de confiance. C'est-à-dire que la même équipe, je vais te prendre un exemple concret. Pour les changements de planning de dernière minute, il y a une équipe qui a inventé une monnaie virtuelle là, qu'ils ont appelée Hospital Thune, qu'ils ont créé un slogan Hospital Thune pour ne plus jamais travailler pour des prunes, que moi je trouve super drôle. À la fin de la journée, les responsables, les pilotes stratégiques, les acteurs de la gouvernance, comme on aime à dire, ont super liké ce projet-là. Et les mêmes personnes qui auraient fait valoir ce projet Hospital Thune pour ne plus jamais travailler par des prunes dans un autre contexte que ce créaton, on les aurait pris présomption de défiance, mais ils veulent mettre en danger l'établissement, on ne peut jamais autoriser ça. Là, ils le font. Nous, on est là, on arrive avec notre signature ministère, avec le logo de la Marianne et tout ça. Donc, ils passent pas pour des personnes un peu faux-folles, mais potentiellement pour des créateurs un peu farfelus, et c'est ce qu'on cherche.
Ce que je trouve génial, c'est que tout à l'heure, tu disais que du point de vue du futur entrepreneur, tu lui montres de quoi il est capable, mais finalement, tu montres aussi au directeur ou au décideur qu'il peut faire confiance sans danger. Exactement. Et du coup, ça, le programme hospitalant, il a mûri aussi. Et là, on arrive à venir en appui à des directions d'établissement qui se disent, OK, moi j'ai l'audace et je veux tenter le coup. Et on les aide à designer leur programme, mais leur propre programme d'intrapreneuriat. Oui, donc finalement, tu te rends compte sur Hospitalant que peut-être qu'on met pas autant le focus sur les projets qui peuvent en sortir que sur les personnes et comment ça les fait grandir. Exactement. On l'a vu aussi sur Hospitalant Nancy, puisque Nancy, le CHU de Nancy lance un hospitalant, enfin une démarche type hospitalant, un programme d'intrapreneuriat à sa main et non pas à l'initiative de notre programme national hospitalant. Nous, on vient en appui. On se rend compte en fait que au début, le premier réflexe, c'est de faire un appel à projet. Mais surtout pas. Surtout pas, pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que on va pas trouver le bon projet et il n'y a pas de bon projet, il y a que des bonnes personnes qui les portent. Et que la destinée d'Hospitalant, c'est pas d'aller trouver le bon projet, c'est d'aller fabriquer ces bonnes personnes en leur faisant vivre une expérience et une aventure intrapreneuriale. Le gisement de transformation, il est là. Il est de créer ces postures intrapreneuriales plutôt que de chercher le projet qui va réussir. Le deuxième, et donc, du coup, on ne reçoit, si on fait un appel à projet, que des gens qui ont déjà des projets. Alors que le bon intrapreneur, il n'a pas de projet. Et la bonne success story, c'est de faire se rencontrer la bonne personne intrapreneur avec le bon problème. Alors que si on fait un appel à projet, on a des projets qui correspondent pas forcément à des vrais problèmes et qui sont portés pas forcément par des vrais intrapreneurs. Et donc l'idée, c'est pas de figer un bon projet, c'est un projet qui est façonnable, qui est mouvant. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que il y a plein de gens qui vont se sentir pas légitimes à venir déposer des projets. Surtout si on y accole le terme innovation. Moi, je me suis rendu compte, je parlais vachement d'innovation dans Hospitalant. En fait, l'effet que ça a pu avoir, c'est que le professionnel qui a je vais prendre un exemple, désolée de rentrer un peu dans des clichés, mais l'aide-soignant, il va se dire, appel à projet innovation, c'est pour le PUPH, le professeur des universités, hein. C'est quelqu'un qui a un projet qui forcément coûte cher, qui est de l'innovation thérapeutique, c'est les grands plans, etc. C'est pas pour moi. Alors que moi, au début, je mettais le terme innovation pour justement dire la vraie innovation, c'est celle qui coûte pas cher, celle qui ne nécessite pas de dérogation normative et juridique. C'est la petite innovation qui est très organisationnelle. Donc notre idée, c'est de faire venir des personnes et de les faire se révéler comme des intrapreneurs plutôt que de amener mais pourquoi pas, c'est pas exclusif, hein, leur projet à devenir the solution réplicable. Et le succès d'un intrapreneur hospitalant, c'est pas celui qui aura réussi à déployer et mettre en œuvre son projet et à passer à l'échelle et s'aimer. C'est celui qui aura peut-être échoué, mais aura vécu une aventure intrapreneuriale riche d'enseignements qui aura débloqué chez lui des postures, des réflexes, des mécanismes, qui se sera formé aussi, parce que l'expérience intrapreneuriale, elle vaut toutes les formations en gestion de projet, toutes les formations en business plan et compagnie. En leur faisant vivre cette expérience, ils vont être beaucoup plus outillés et avoir beaucoup plus le réflexe de l'efficience d'un projet, de ce genre de choses. Tout ce programme Hospitalant, tu disais que vous l'avez démarré avec le prétexte des GHT. Qu'est-ce que ça veut dire et ma question un peu récurrente dans ce podcast, c'est à qui est-ce que tu as dû désobéir? Parce que généralement, un transformateur, pour démarrer son projet, il désobéit en quelque sorte. Alors, la meilleure façon de ne pas désobéir, c'est de ne pas demander l'autorisation. Donc là, tu ne rentres pas dans la désobéissance. Moi, mon mantra, c'est il vaut mieux demander pardon que la permission. Donc c'est exactement ce qu'on a fait sur Hospitalant. C'est que si on était arrivé avec cette idée, on nous aurait dit non, je pense. Présomption peut-être de défiance de ma part vis-à-vis de l'organisation. Mais on nous aurait dit non et donc du coup on n'a pas demandé l'autorisation. On a dit, on a fait quelque chose qui coûtait quasiment rien.
qui ne demandaient pas de changement normatif ou quoi. On a trouvé en bouche à oreille un établissement où on est allé se lancer. Et on a un peu fait, si j'ose dire, du corporate hacking, c'est-à-dire on a toujours agi dans l'intérêt de notre institution, le ministère, la Direction générale de l'offre de soins, parce que moi je suis convaincue qu'en faisant ça, on devient un meilleur régulateur. Et on l'a pas fait pour saboter et nuire au ministère. Donc déjà, il y avait l'intention. Le deuxième élément, c'était le fait de ne pas dire, de ne pas demander l'autorisation. C'est aussi une façon de protéger son institution. C'est-à-dire que si ça merde et si ça foire, c'est Clémence qui a fait des conneries et elle dégage. Donc on l'a fait sans demander l'autorisation. Alors là, bon, c'est pas forcément hospitalant parce que c'est quelque chose qu'on a répliqué sur autre chose, mais à un moment, il faut aussi basculer beaucoup en mode sous-marin et accepter d'être sur du do-it-yourself. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais si tu réunis des gens et que tu as besoin d'un cocktail, une prestation, je sais pas quoi, bon, ben, tu vas être obligé d'aller demander la prestation repas ou cocktail ou je sais pas quoi. Donc, il faut que ce soit connu de tous, etc. Bon, ben, à un moment, on s'est retrouvé avec Inès à faire des gâteaux chez nous et aller acheter des jus de fruits parce que on était en mode sous-marin. Et en fait, c'est génial parce que nous aussi, cette aventure, ça nous a permis de développer beaucoup de talents. Hein. On s'est formé à des outils parce qu'on n'a pas sollicité les services de la com, donc on a fait moins beau et un peu plus moche, mais de graphisme et des outils gratuits en ligne pour faire des petites vidéos, pour faire des trucs comme ça. Donc ça, ça a été cette expérience, cette aventure-là. Et un des éléments, moi, une anecdote, c'est quand on a lancé Hospitalant, on l'a lancé à Hôpital Expo, la Paris Healthcare Week, je sais plus comment ça s'appelle maintenant. Quand tu dis lancé, tu veux dire que ça a été rendu public? Ouais, rendu public à ce moment-là. Donc moi, ce que j'avais fait, j'avais demandé dans le programme officiel, puisqu'on a des agoras, des stands, si je pouvais avoir un événement groupement hospitalier de territoire. Donc on m'avait dit oui. On avait organisé un événement pour révéler et rendre public Hospitalant, où on avait réuni, du coup, on avait fait beaucoup de bouche à oreille au-delà de la communication officielle pour inviter les gens. Nous, on était allés tracter, voilà, enfin vraiment, et on avait notre agora, j'allais dire pleine, ça le comble. On dit, vous êtes venus pour, quand on vous parle des groupements hospitaliers de territoire, mais on va vous parler d'autre chose. Et on avait conçu l'événement qui est censé être une table ronde tous assis avec un jeu d'intelligence collective. Je sais pas si tu le connais, mais les 30 cercles, on démontre le concept d'intelligence collective et on enchaîne et on fait le grand lancement d'Hospitalant avec des copains qui étaient venus qui nous filmaient avec leur téléphone, etc. On poste la vidéo sur nos LinkedIn perso. En moins, alors je sais plus les chiffres exacts, mais en moins de 24 heures, on a des tonnes de vues, plus de 10 000 vues, je sais pas combien de likes, etc. Et dont des likes de gens qui étaient dans nos réseaux, qui bossaient au cabinet de la ministre à l'époque. Et donc du coup, à un moment, moi je me fais interpeller par ma DG qui me dit Clémence, tu peux m'expliquer c'est quoi ce truc? Donc je dis ouais, t'as vu, c'est trop bien, on a eu plein de likes et tout et tout. Et bon, ça a marché. Et donc ensuite, le projet est devenu a été repris et on s'est institutionnalisé. Le projet a été repris, on est rentré officiellement dans un portage ministériel, mais jusque-là, on l'avait fait un peu en mode pirate. Parce que c'est le truc, ça aurait fait peur à tout le monde. Et on a eu l'audience qu'on a eue, on a eu le buzz qu'on a eu sur nos LinkedIn perso sans utiliser les comptes publics du ministère, etc. Et bon, parce que ça a réussi, on a aussi rendu service à l'institution, mais on les a aussi protégés en faisant ça. Et on a eu derrière tout le soutien nécessaire. Et derrière, une fois que ça a buzzé, l'ANAP a mis beaucoup de ressources sur la table, que ce soit en manpower, en personne, mais aussi a pris des marchés avec des sous-traitants. On a des super designers qui bossent pour nous, le ministère de la même façon, etc.
Mais on a vraiment travaillé au début en mode pirate. On a fait avec Inès un peu les 10 commandements, mais je vais peut-être pas faire les 10, mais les principaux commandements pour démarrer. Donc il y a déjà le do it yourself, donc faire par soi-même. Il y a ensuite le principe des two pizza team. Il faut pas être plus nombreux qu'un nombre de personnes capables de se partager 2 pizzas. Parce que après, si tu es trop nombreux, on va te mettre des personnes qui, parce qu'il vient de tel bureau, telle sous-direction, tel machin, il doit être sur le projet. Si tu te retrouves à 25, tu dois tout faire valider par tout le monde, tu fais rien. Donc nous, on était vraiment en équipe très agile. Il y a à apprendre de ses échecs, ne pas attendre d'avoir un projet tout ficelé pour le lancer. Ouais, Inès, elle nous a dit que cette devise, c'était fait, c'est mieux que parfait. Exactement, ouais. C'est une devise qu'on a découverte ensemble. Voilà, il y a ça, il y a... Ensuite, trouver un sponsor. Donc nous, notre sponsor, notre stratégie, notre ruse, si j'ose dire, ça a été d'aller demander à l'école des hautes études en santé publique, qui a une légitimité dans le monde académique. Avant que d'aller vendre notre projet en interne, on a convaincu l'école des hautes études en santé publique et avec qui on matchait parfaitement en fait sur cette vision. Et eux, dans tout leur volet réflexion sur l'innovation managériale, les travaux de nouvelles organisations, etc., ils étaient à fond. Ils se sont pas forcément au début hyper engagés matériellement dans le projet, mais en fait ils nous ont donné leur go et en gros quand ensuite on est allé faire porter et vendre l'idée en interne, on avait ce sponsorship extérieur qui a une légitimité incontestable, donc on n'était pas non plus en train de faire n'importe quoi. Donc ça aussi, ça fait partie des conditions de réussite. De trouver un sponsorship qui va pouvoir apporter une légitimité pour vendre une idée en interne. Merci pour ces 5 commandements, du coup, qui sont déjà importants si on veut lancer un projet en tant que transformateur sans avoir forcément le soutien tout de suite de tous ces dirigeants. On va arriver un peu à la fin de cet échange qui est vraiment passionnant et vraiment je te remercie. On se pose évidemment la question de et demain que devient Hospitalant? Demain, qu'est-ce que toi tu deviens? Quels sont tes projets? Alors, Hospitalant, on s'est toujours dit avec Inès, avec les collègues qui ont pris le relais aussi. D'ailleurs, c'est intéressant pour illustrer ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est Hospitalant aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui était Hospitalant quand Inès et moi on l'a fondé. Parce que c'est pas les mêmes personnes. Et donc, Hospitalant a pris une certaine valence qui correspond aux personnes qui le portent et l'habitent aujourd'hui. Et demain, ce sera encore autre chose en fonction des personnes qui le porteront. Le spirit Hospitalant, c'est que les gens se l'approprient et pas qu'on en soit propriétaire et qu'il y ait une charte et que voilà. Donc Hospitalant, pour moi, son futur, c'est quand il aura été réapproprié par des gens qui feront des choses qu'ils appelleront d'eux-mêmes Hospitalant et sans demander au ministère, à la NAP, à l'EHESP ou je sais pas quoi, s'ils peuvent utiliser le nom de marque ou etc. Ou comment on fait pour se faire labelliser. Non, c'est un spirit vraiment qu'on a envie, un état d'esprit, un mindset qu'on veut essayer de répandre. Et Hospitalant sera successful le jour où il vivra sans nous. Et c'est ce qui est en train de se passer avec Nancy, qui a voulu lancer un programme d'intrapreneuriat de connaissance un concours de circonstances fait que on est là derrière eux, mais ils auraient pu le faire sans qu'on s'en rende compte et qu'on vienne leur filer un coup de main. Et c'est là qu'on aura réussi en fait. Il y a quelque chose qui transparaît beaucoup dans ce que tu dis, c'est l'humilité et l'abandon un peu de l'ego, à la fois de la décision, puisque du coup le dirigeant, pour laisser grandir les talents, il faut qu'il s'efface, et aussi de celui qui a porté l'idée en premier, qui n'a pas besoin d'aller toujours crier partout que c'était à lui, mais qui le rend disponible à la communauté. Alors il y a 2 choses là-dessus. Oui, je suis d'accord. Et surtout quand on est sur des positions de régulateur, il faut lâcher prise. Et à un moment, il n'y a pas de patrimonialité. Moi, ce qu'on a fait, on le fait pour, j'allais dire, l'intérêt général. Donc,
on n'est pas propriétaire et les pouvoirs publics n'ont pas le monopole de l'intérêt général, ils n'ont pas la propriété des politiques publiques qu'ils créent. Je reviens à ce penchant un peu, je disais réappropriation de son outil de travail, mais c'est réappropriation aussi de ses principes, de ses idées, voilà. Toutefois, et c'était le deuxième volet auquel je voulais arriver, on s'est rendu compte que ce qui a marché, c'est qu'en fait, ce qui les faisait vibrer, c'est que pour une fois dans leur vie, elles n'avaient pas eu une idée qu'on leur avait arraché des mains pour la filer à un mec qui est un pro de la gestion de projet. Et qu'en fait, elles vivaient leur projet de A à Z. Et donc moi, ce que j'aimerais développer aujourd'hui dans Hospitalant, c'est une fois que tu as pris cette conscience de ça, quel système tu peux mettre en place pour faire en sorte que la patrimonialité du projet, il tombe dans les actifs de l'établissement, qu'on ne soit pas sur une démarche individuelle, que pour autant, la main, à garder la main sur le projet reste au niveau de l'intrapreneur. Et donc, on est en train de réfléchir à mettre en place un contrat tripartite entre le chef d'établissement, l'intrapreneur et nous. Le chef d'établissement a la garantie que l'idée de son intrapreneur, de son innovateur, si elle devient successful, qu'elle essaie, mais qu'elle devient être monétisée, elle est dans le patrimoine de l'établissement. L'intrapreneur, il garantit que tant qu'il le voudra, oui, j'ai envie de dire tant qu'il sera en vie, quand bien même il n'est pas propriétaire de son idée, il garde la main sur le projet et que la direction de l'établissement ne peut pas lui arracher des mains pour le filer à un mec de la direction de la stratégie ou quoi. Si un jour il en a marre et que lui son kiff c'était plus du mode starter, de l'idéation et qu'il n'a pas envie de gérer en fait le déploiement, il peut se retirer, mais tant qu'il le veut, il garde la main. Et nous, on garantit qu'on va donner notre gage de confiance et soutenir financièrement le temps que va y consacrer l'intrapreneur pour partager les risques. Donc, l'idée, c'est on n'est pas propriétaire de nos idées et elles vont dans l'intérêt général. Et ça, c'est vraiment l'état d'esprit de l'intrapreneur. Si demain, il devient un entrepreneur, lui, ce qu'il veut, c'est pas, j'allais dire, faire du pognon sur son idée. Par contre, ce qu'il veut, c'est pas non plus être un pion et se faire dégager et qu'on lui arrache des mains son idée. Parce que son idée, elle est escalée, parce que c'est lui qui l'apporte. Et il y a à la fois l'idée qui grandit, mais il y a aussi la personne qui va grandir dans son parcours et de son aventure intrapreneuriale. Et le fait de faire un événement d'idéation et après tu dégages, ben, la personne, elle aura beaucoup moins grandi que ses collègues de Poston Smallet qui ont fait la démarche d'aller trouver des gens pour manufacturer leur petit badge. Ou j'ai d'autres exemples qui se sont dit comment rendre le truc viable, qui se sont allés chercher des services dans d'autres établissements qui seraient prêts à tester leur idée, à l'acheter, etc. Et qui se sont retrouvés à se mettre sur une posture vraiment business plan et tout. En fait, en vivant l'aventure de A à Z, tu grandis toi aussi dans ton aventure intrapreneuriale. Donc voilà, sur ce sujet de la patrimonialité, il y a la nuance qui est que faut mettre de côté l'ego. On le fait pas pour soi, mais faut pas non plus qu'on nous arrache des mains le truc parce que c'est comme ça qu'on fait grandir l'idée, c'est comme ça que nous-mêmes on grandit. Écoute, j'allais faire un mini résumé de l'intervention, mais je crois que tu viens juste de le faire. Je pense que c'est un magnifique mot de conclusion qui redonne vraiment tout l'esprit à la fois de qui tu es, de comment tu agis et de ce que tu as créé d'Hospitalant. Pour terminer, il y a une question que je pose à tous les intervenants. C'est très simple, c'est à ton avis, qui est-ce qu'on devrait inviter dans les prochains épisodes ? Bon, il y en a des tonnes. Alors, il y a déjà tous les intrapreneurs qu'on a pu côtoyer dans les événements hospitalants qu'on a fait. Il y a tous les partenaires et notamment les designers qui bossent dans des boîtes de design de services, etc., qui ont rejoint l'aventure et la démarche. Mais si je devais citer un intrapreneur, j'ai envie de te dire Edem Alado, qui est médecin rhumato au CHU de Nancy, qui est un ami, mais aussi quelqu'un avec qui on a monté des projets et qui a qui est le profil type de l'intrapreneur, mais aussi de l'entrepreneur, et donc qui a des choses fascinantes à raconter sur son parcours et la mise en miroir des deux. Ok, c'est bien noté. Bon, merci beaucoup Clémence, merci pour tous ces éclairages à la fois sur ta personnalité, sur ce qui fait de toi une transformatrice, et sur comment d'autres personnes pourraient faciliter justement l'émergence des transformateurs
parce que j'imagine que d'autres se retrouveront dans ton expression de jardinière de talent et qui pourront s'inspirer de ton parcours, de tes expériences et de tes conseils. Merci beaucoup, Aude. C'est toujours un plaisir, en tout cas, de partager nos idées ensemble, parce que je sais qu'on a beaucoup de points communs, et puis d'essayer de le partager avec un plus grand nombre à travers ton initiative de ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode des Transformateurs. J'espère qu'il vous a plu. Si oui, laissez-nous 5 étoiles, abonnez-vous à notre chaîne ou parlez-en autour de vous. Rendez-vous mercredi prochain pour le prochain épisode.